Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après avoir configuré GraphQL avec le serveur Express sur Node.js et FastAPI sur Python, il est temps de comprendre les requêtes GraphQL afin de mieux les utiliser avec le langage de programmation souhaité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos. Comme on a expliqué dans les anciennes vidéos, comprendre GraphQL, c'est d'abord comprendre les types et les schémas. Pour cela, commençons d'abord par expliquer les types et les schémas, et ensuite les testons ensemble avec des requêtes GraphQL simples avec HiGraph. Comme Data Scientist ou Data Analyst, vous manipulez toujours les données structurées. Donc, expliquons les types GraphQL en faisant un parallèle avec les types en base de données et en Python pour mieux comprendre. Un type en GraphQL est une structure de données qui définit la forme des données que l'API peut envoyer ou recevoir. C'est comme une classe Python ou une table SQL qui définit les champs /colonnes et leurs types. Voyons voir comment définir un type GraphQL. On définit un type par le mot-clé type, suivi du nom et des champs avec leur type. Dans cet exemple, on a le type product avec les champs ID, name, price, in stock et created at. L'ID est un type ID, c'est-à-dire un identifiant unique, équivalent à une clé primaire en base de données. Name est un champ texte string qui définit le nom du produit. Price est un nombre décimal float qui définit le prix du produit. In stock est un champ booléen qui prend la valeur oui ou non. Et enfin, le champ created at qui définit la date de création du produit. Le point d'exclamation signifie que c'est un champ obligatoire. Lors de la création des types et leurs champs GraphQL, il existe des règles et des bonnes pratiques à respecter. Voici ce qu'il faut respecter et les erreurs à éviter. Première règle générale de nommage. Les noms doivent être explicites et compréhensibles. Utilisez du camel case pour les champs et du Pascal case pour les types. Enfin, évitez les abréviations et les noms génériques. Voyons voir des règles pour les types. Utilisez le Pascal case, c'est-à-dire la première lettre en majuscule. Pourquoi, à votre avis? Les types représentent des entités, comme des classes en programmation. Les noms en Pascal case améliorent la lisibilité. Pour les champs, utilisez le camel case, c'est-à-dire la première lettre en minuscule et les mots suivants en majuscule. Le camel case est la convention standard pour les champs et les arguments en GraphQL. Voyons voir des noms à éviter. Évitez les noms très génériques comme data. Les noms doivent être clairs et spécifiques. Les mots-clés réservés comme type, query, mutation, GraphQL l'interdit déjà. Les noms en double ou ambigus pour éviter la duplication du sens et ne pas créer de confusion. En GraphQL, un champ dans un type peut avoir plusieurs types de valeurs. On a vu des champs de type scalaire comme int, les nombres entiers, par exemple 40, moins 10, 100, float, les nombres décimaux, par exemple 3,14 ou moins 0,99, des champs string, c'est-à-dire des chaînes de caractères comme par exemple bonjour, des champs booléens comme des valeurs booléennes true, false, et des champs ID comme des identifiants uniques, par exemple 1, 2, 3, 4, ABC, et ainsi de suite. Il existe une autre manière de définir un type, c'est ce qu'on appelle des champs avec énumération. Enum. Un champ peut avoir une liste de valeurs prédéfinie avec un enum. Par exemple, on peut définir une valeur order status. Cette valeur ne prend que pending, shipped ou bien delivered. Un champ peut également être un autre type GraphQL pour représenter une relation entre les entités. Par exemple, dans un e-commerce, une commande order contient souvent plusieurs produits product. On peut donc utiliser le type product comme champ dans un nouveau type order. Chaque commande contient une liste de produits avec le prix total de la commande et la date de création de la commande. Voyons maintenant comment on peut utiliser Python pour développer les types product et order avec des champs statiques, des champs object et des énumérations. Comme pour développer l'application GraphQL, nous utilisons Strawberry et FastAPI. On commence par définir le type product qui contient des champs scalaires uniquement. Ensuite, nous allons définir l'énumération status que nous allons utiliser comme champ status. Et enfin, nous allons définir le type commande. Pour conclure cette vidéo, nous allons tester nos types avec une simple requête en utilisant l'API FastAPI. Allons-y. Pour commencer, nous allons créer un nouveau dossier
qu'on appelle app qui va contenir tous les fichiers et dossiers de notre application. Pour cela, on va déplacer le fichier main.py dans le dossier app. Après, nous allons créer un nouveau dossier. On l'appelle models. Ce dossier va contenir l'ensemble de types que nous allons définir. Vous l'avez compris, nous allons créer des fichiers order.py, command.py et enums.py. Ces fichiers vont contenir tous les types que nous allons définir. Commençons par définir le type product. Pour cela, on définit une classe product. P en majuscule, n'oublions pas la nomenclature que nous avons appris. Donc, un produit contient un ID unique, ID int. Cela peut aussi être un string, elle a un nom, name, et un prix qui est un nombre décimal. Pour indiquer à Python que cette classe est un type GraphQL, nous utilisons le décorateur @strawberry.type. Ce décorateur va transformer une classe Python en un type GraphQL qui peut être utilisé dans les queries et les mutations. Et pour ça, il faut importer la bibliothèque Strawberry. Maintenant, product est un type GraphQL qui peut être utilisé directement dans un schéma GraphQL. Vous l'avez compris, on peut ajouter plusieurs champs scalaires à notre product. J'ajoute par exemple inStock, un boolean et created@. Remarquez que j'utilise le camel case pour les champs. Et pour garder ces champs optionnels, il suffit que j'ajoute optional et que j'importe optional à partir de typing. Le deuxième type que nous souhaitons créer est le type commande. Comme on l'a expliqué, une commande contient plusieurs produits, un statut, une date de création et un prix total. Le champ statut est une énumération. Avant de l'utiliser dans le type commande, il faut le définir. En Python, c'est une classe, on l'appelle orderStatus. Donc, ça peut être pending, shipped, delivered ou bien returned. Cette classe prend en argument enum, qui est l'énumérateur classique de Python. Donc, on doit l'importer. Quand vous voyez, l'énumérateur prend 4 valeurs. Pending, c'est-à-dire en attente. Shipped, c'est-à-dire expédié. Delivered, c'est-à-dire livré. Et returned, c'est-à-dire retourné. Pour le moment, cette énumération fonctionne en Python, mais n'est pas reconnue comme un type GraphQL. Pour la transformer en une énumération utilisable par GraphQL, on utilise le décorateur @strawberry.enum et on importe strawberry. Parfait. Maintenant, vous l'avez compris, on peut utiliser cette énumération comme un champ dans notre type commande. Donc, je vais aller vers mon fichier commande et je vais définir une classe commande. Cette classe a un ID de type entier, un prix total de type décimal, une date de création de type date, un statut qui est l'énumérateur que nous venons de créer et finalement une liste de produits commandés. On n'oublie pas d'ajouter le décorateur et toutes les librairies nécessaires. Vous vous demandez peut-être pourquoi on utilise list product au lieu de uniquement product. Alors, product seulement n'est pas une annotation de type valide. Il s'agit simplement d'une liste qui contient un seul élément product. La bonne syntaxe est d'utiliser une liste typée. Comme ça, Python comprend que c'est une liste d'objets de type product. Si on met juste product, Python aurait levé une erreur. Pour conclure, toujours utiliser list et le type pour une liste typée en Python. Voyons comment on peut faire un petit test simple pour simuler ces données. Alors, nos modèles sont là. Et maintenant, il faut définir un query. En GraphQL, une query est une requête de lecture. C'est ce qu'on utilise quand on veut récupérer les données depuis une API GraphQL sans les modifier. À quoi sert query? Elle sert à demander exactement les données dont tu as besoin. Rien de plus, rien de moins. Exemple de query. Ici, on demande à l'API, donne-moi la liste des commandes getOrder. Et pour chaque commande, je veux seulement l'id, le statut et le prix total. Query est le mot-clé utilisé pour faire une requête de lecture. Si tu fais une requête simple, sans nom ni variable, tu peux même omettre le mot query. En Python, j'ajoute un nouveau dossier que j'appelle GraphQL. Dans ce dossier, je crée un nouveau fichier que j'appelle queries. Pour définir un query avec Strawberry GraphQL, on utilise la classe décorée avec
add strawberry type. Et on y déclare des méthodes décorées avec add strawberry.field. On a deux types, commande et product. On veut pouvoir faire une requête getOrders pour récupérer une liste de commandes. Pour ça, on définit la fonction getOrders et on ajoute les librairies restantes. Récapitulant, avec strawberry.type, on indique que la classe query est un type GraphQL et avec strawberry.fill, le décorateur, on transforme la méthode en un champ GraphQL accessible dans ta requête. Maintenant, avec getOrders, on définit le champ GraphQL que tu pourras appeler dans ta requête. Enregistrons ça. Passons maintenant à la création des données factices. Alors, on a créé deux produits, un ordinateur portable et un téléphone. On les utilise pour composer une commande. On précise aussi le statut, order statut. Ici, on a shipped et le prix total calculé automatiquement et la date de création. Cela va remplacer temporairement une base de données, ce qui est très pratique pour tester une API GraphQL rapidement. Ensuite, il faut ajouter la query dans le schéma. Pour ça, on crée un nouveau dossier, API. Dans ce dossier, j'ajoute un fichier que je le nomme GraphQL et sur le fichier, j'ajoute le schéma GraphQL. Qu'est-ce qu'un schéma GraphQL? Un schéma GraphQL est une définition formelle de toutes les données disponibles dans une API GraphQL et des opérations possibles comme le type, comme les queries, mutations, etc. Et il décrit les types de données, par exemple, product, order, etc. Les champs disponibles pour chaque type, exemple, product.name, order.status, les relations entre les types, par exemple, la relation entre order et product, les opérations que l'on peut faire, comme lire à travers query, modifier à travers mutation ou exécuter à travers subscription. Le schéma, c'est comme une carte de ville. Il te dit où se trouvent les données, ce qui est accessible et comment y aller. La query est en itinéraire, tu choisis ce que tu veux visiter sur la carte. En Python, pour définir un schéma GraphQL, on va créer un fichier, schéma, dans le dossier GraphQL et on le nomme schéma.py. Ce fichier est le point central de la définition du schéma GraphQL. C'est le contrat entre le client et le serveur. À travers ce fichier, le serveur dit « Voici ce que vous pouvez me demander, les queries, ce que vous pouvez m'envoyer, les mutations, et quel type de données j'utilise, type, enums, etc. » On importe la classe query, définie dans le fichier queries. Cette classe contient les méthodes que le client pourra interroger via l'API GraphQL. Ensuite, on crée le schéma GraphQL en passant schéma égale, en passant query comme point d'entrée pour toutes les requêtes. Si on avait aussi des mutations, nous allons les ajouter ici. Le fichier queries.py contient les fonctions que nous exposons dans l'API. Le fichier schéma.py rassemble tout ça et crée le schéma final que le serveur GraphQL va utiliser. Les deux fichiers sont intimement liés. Pour ça, on les garde ensemble souvent dans le même dossier. GraphQL dans cet exemple. Sur Queries, on a ce qu'on peut interroger. Sur Schéma, on a le schéma global de l'API. Récapitulons. Dans schéma.py, on construit le schéma GraphQL qui sera utilisé par le serveur. C'est ici que l'on relie tous les morceaux ensemble. Nos types, nos queries, et bientôt nos mutations. On importe la classe query qui contient toutes les fonctions qu'un client pourra appeler et on la passe à strawberry.schema pour définir ce que notre API expose. Passons maintenant à la définition de la route. Dans l'ancienne version, nous avons défini la route de GraphQL sur le fichier main.py de notre application. Maintenant, nous allons tester une approche différente. Plutôt que tout mettre dans le fichier principal, on utilise un système de routers pour organiser notre projet. Ici, on va créer un routeur dédié à GraphQL dans GraphQL.py. On intègre l'application principale avec le préfixe /GraphQL. Pourquoi ne pas tout faire dans le fichier main.py? Premièrement, pour garder le fichier main.py léger et facile à lire, avoir une meilleure organisation de notre code
Et on peut même séparer les routes par fonctionnalité, users or products, réutiliser et tester un serveur indépendamment. Chaque module, disons des commandes ou des produits, peut avoir son propre fichier routeur. Sur le fichier GraphQL.py, on crée le sous-routeur dans FastAPI. C'est une manière modulaire de faire construire des routes dans des différents fichiers au lieu de tout mettre dans main.py. Ensuite, Strawberry fournit une classe spéciale pour intégrer GraphQL dans FastAPI. Elle transforme ton schéma en une route GraphQL. Et finalement, on inclut ce routeur dans une route plus globale. Ici, c'est /GraphQL. Cela veut dire que ton endpoint GraphQL sera accessible à l'URL suivante. Maintenant que tout est prêt, lançons le terminal pour tester notre application. Nous utilisons la commande suivante. Python-m uvicorn. C'est-à-dire, on dit à Python que nous exécutons le module, hence le -m. Ensuite, app.main, le .app. C'est une sorte d'adresse qui dit à uvicorn où se trouve notre application. App, c'est le dossier app. Main, c'est le fichier main. Et finalement, app, c'est la variable app égale à FastAPI définie dans le fichier main.py. Donc ici, on le traduit par va dans le dossier app, trouve le fichier main.py et dans ce fichier utilise la variable app qui contient ton instance FastAPI. Et on va ajouter à la commande --reload. C'est une option très pratique en développement. Elle dit à uvicorn de recharger automatiquement le serveur chaque fois que tu modifies le code. Lançons l'application et on peut voir que notre application a été exécutée avec succès. Voyons ça sur notre web browser. Et voilà, l'application est là avec notre premier query.